Si c'est lui. Mais Non, parce qu'il y avait une dame qui avait fait 6 jours, puis elle a démissionné. euh, Non, c'est pas ça. Puis genre maintenant, elle a son salaire à vie, là, malgré le fait qu'elle ait fait juste genre 6 jours de poste. Là. On vit dans un mais monde, les gars. On vit dans un je- monde. je- on vit dans une saucisse. Holy. Galaxy Pop. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Je règle mon siège, pardon. C'était pas le bon. On se retrouve ce soir pour parler de l'épisode 19 de la saison 3. Toujours avec nos deux comparses. Thierry, salut Thierry, comment vas-tu ? Ça va. À Il a part des coups. que j'ai Ah non, il est là. voilà, j'ai des soucis de connexion, donc j'espère que ça va pas trop nous handicaper ce soir. C'est un épisode que j'avais très hâte de voir. J'en ai parlé dans l'émission précédente, donc on va voir. Et ouais. Et surtout qu'en plus, tu as dû prendre ton mal en patience parce que notre enregistrement de la semaine dernière a été annulé à la dernière minute par ma faute. Et du coup, tu t'es mangé non pas une, mais 2 semaines d'attente. Ça a dû bien t'agacer. Non, ça va. Je suis patient comme garçon. Ça quand même. va. Et salut Sean, comment vas-tu ? Ça va très bien. Sean qui arbore un magnifique t-shirt du Dr Spock. Du Dr Spock, carrément. Eh ouais, Eh non. parce que il est docteur dans Star Trek aussi, non ? Il est On fait référence. Il est officier scientifique. Je dirais pas que c'est un docteur. Moi, je crois qu'on Est-il fait vraiment référence un au doctorat Dr Spock à plusieurs reprises. C'est pas en VF qu'ils disent Dr Spock des fois. Parce que je crois que le débat, c'est qu'il y a un Dr Spock qui a Il y a un existé dans la Dr vraie Sport. vie, Spock. mais lui, c'est Monsieur Spock. Hmm. Monsieur le Spock. Monsieur le Spock. Il me semble que à plusieurs reprises, on le qualifie de docteur. Mais peut-être dans la VF. C'est Léonard, c'est Léo. Lio. What's up, Lio ? Je cherche vite fait. Non. Bon, je ne sais pas. Bien. Comme je disais, ce soir, nous allons parler de l'épisode 19 de la saison 3 qui s'appelle Damage. Et en version française, comment est-ce qu'il s'appelle ? Dommage. Non. Ah mais aux antipodes. Mais rien à voir. Réparation. Non plus. Le devoir du capitaine. Oui, d'accord. Diffusé pour la première fois le 21 avril 2004, soit 1 mois et demi après Azati Prime. Donc là, je viens de me moquer de Thierry qui a dû attendre 2 semaines pour regarder son épisode. Les Américains, ils ont attendu 1 mois et demi après le cliffhanger de fou furieux d'Azati Prime. Toujours se déroulant à une date inconnue, toujours en 2154, de manière internaliste. Réalisé par James L. Conway, dont on avait déjà parlé, qui a fait quelques épisodes de The Magicians, je ne connais pas, The Orville, Charmed, Beverly Hills, La Nouvelle Génération, MacGyver, etc. Et d'ailleurs, on note une grosse différence de traitement de la lumière, notamment dans cet épisode, par rapport à Azati Prime, qui était un peu plus lumineux. Mais bon, c'est justifié de manière interne, hein. Il n'y a pas de problème. Dans le scénario, c'est pas dans le scénario. Qui a écrit le scénario ? Eh bien, c'est une femme, c'est Phyllis Strong, qui est la scénariste de Exile, La Bête et la Belle, l'épisode qu'on a traité en début de saison, et qui a fait également quelques épisodes de Voyager et un épisode de Hercule, la série télé. C'était plutôt normalement une productrice exécutive de Voyager et de Enterprise, mais de temps en temps, elle a écrit quelques épisodes par-ci, par-là. C'est un épisode particulièrement bien noté sur les forums français, puisque sur la communauté francophone de Star Trek, il est noté à 7,29
sur 10. Et sur Ultime Frontier, il est noté à 9 sur 10 pour une moyenne de 8,15. C'est la deuxième meilleure note attribuée par Ultime Frontier. La première, on l'avait dit, c'était Similitude, et en ex-aequo avec Twilight. C'est bien élevé. Retour positif, ouais, donc retour négatif, j'en ai eu très peu. J'en ai trouvé un d'une personne qui n'a pas compris le sens de la saison 3, qui dit « Moi, on est bien loin de l'idéal de tonton gêné ». Et en retour positif, encore un épisode passionnant, ou alors un top franchise bien mérité. C'est un épisode que tu n'as pas trop apprécié, Sean, je crois. Ou que t'as trouvé bizarre. Je l'ai trouvé très particulier. Je trouve Ouais. qu'il y a plein de choses qui se passent. Je trouve que des fois ça marche moins bien. Sinon, non, j'ai pas aimé, là. C'est correct. Là, c'est le début du dénouement. C'est ça la différence, là. Et toi, Thierry ? Bah écoute, j'ai pas été déçu. Enfin, sauf par le tout début, mais on en parlera, mais c'est pas une vraie déception, c'est juste bon. Voilà. Mais T'attendais mieux. Mais après, non, l'épisode, je me rappelais pas que c'était évidemment. C'est le running gag de la série. Je me rappelais pas que c'était à ce moment-là, mais ça me paraît logique qu'on a la révélation sur pourquoi T'Pol est de plus en plus émotive. On en parlera plus tard. Mais non, je me suis régalé de le revoir. Ok. Moi, je l'ai pas trouvé foufou. J'ai pas été particulièrement emballé. Ni plus ni moins, bien au contraire. Mais avant ça, je vais vous poser la fameuse question hebdomadaire, bimensuelle. J'ai noté sur mon petit papier, alors je l'ai noté avant de commencer à enregistrer parce que c'était compliqué, il me fallait le modèle sous les yeux. J'ai noté le nom de la personne qui a écrit le fameux épisode City on the Edge of Forever de TOS, la série originale, voyant Spock et Kirk et McCoy aller dans le passé, dans les années 30. Harlan Ellison. Mais attends. C'est quoi la question ? Notez le nom de la personne qui a écrit cet épisode, mais attention, pas le ou la scénariste, la personne qui a écrit l'épisode à la base. Tu gardes ta réponse ? Merde, du coup tu me mets le doute. Ouais, je vais garder ma réponse. Comment ça s'écrit ? H-A-R-L-A-N et puis après plus loin E-2-L-I-S-O-N. Et Sean ? H.G. Wells. H.D. Wells. H.G. Wells. H.D. Ok, H.G. Wells. Mais HD. Ok, c'est noté. La réponse viendra courant d'épisode, on verra. C'est parti, mais avant la scène numéro 1, scène numéro 0, puisque l'épisode s'ouvre sur un résumé, un previously, rappelant les problèmes qu'a vécu T'Pol dans The Expanse, puis rappelant la capture de Archer et la quasi-destruction de l'Enterprise. Scène numéro 1, ça commence in media res avec le vaisseau qui subit les attaques d'Exindi. Reed, qui gueule que rien ne fonctionne, tout va péter. Mais subitement, tout s'arrête sans raison. T'Pol demande à Mayweather de quitter les lieux, mais les moteurs sont en panne. Et on a une image de l'Enterprise dans un état pitoyable, générique. Belle... C'est bien. Enfin, c'est la seule manière possible. Hein. Soit tu faisais une ellipse, soit tu continuais l'action dans ce qu'elle était en train d'être vécue. Oui, le truc qui me... Ah mais si, c'est ça. Le truc qui m'a surpris, moi, c'est que du coup, je m'attendais à ce qu'en fait, le générique arrive juste après le récap. Et qu'il fasse pas une transition entre le récap et l'épisode courant. Parce que le récap a été tellement tendu. Ouais, mais... Ils auraient pu s'arrêter là, en fait. Mais ils ont voulu prolonger un petit peu avec une scène inédite, et c'était bien joué.
Je m'y attendais pas. Vous l'avez regardé en entier, le récap? Non. Moi, oui. Je l'ai regardé en entier, je l'ai trouvé très court par rapport au récap qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Comme je disais, c'est un flash sur T'Pol, pam, 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 les Vulcains de l'espace zombies, ces moments de transpiration, pam, on passe à Archer qui se fait tabasser, pam, on passe à l'Enterprise. Enfin, c'était un peu nerveux. Du coup, peut-être que mettre le générique de suite après, c'était trop court ou... Voilà, ils ont fait exprès. Ils l'ont raccourci pour pouvoir mettre leur scène. C'est vrai, c'est possible. Pourquoi cette prise de capture d'écran de ce mec, ce Fireman? Non, mais c'était le bazar. Il y avait des trucs explosés partout. J'ai pris une capture d'écran comme ça. J'ai même pas regardé ce que c'était, quoi. La C'était histoire capture de de bizarre. montrer le chaos sur l'Enterprise, quoi. Et notre belle Enterprise tout cassé. Voilà. Mal en point, la pauvre bête. D'autres choses sur cette intro? Bah, juste, on voit vraiment le chaos, quoi. Il y a vraiment de tout partout. Il y a des poutres en travers. Ils sont obligés d'enjamber pour avancer dans les corridors. Tout est sans dessus dessous, quoi. Ils ont vraiment poussé le truc à fond. Mais où sont toutes les centaines de petits vaisseaux qui nettoient et qui ramassent les choses que l'on voit? Ah non, c'est vrai. Excusez-moi, ça arrive plus tard dans Discovery. Ça. C'est beaucoup plus tard. Oui, c'est genre 100 ans après. Ah, ouais, voilà. Ah bah, écoute, il y a 100 ans, ils n'avaient pas des robots aspirateurs. Ouais, non, effectivement. Mais là, ici, un robot aspirateur, il tiendrait pas le choc. Là. Je pense qu'on le démontrait pour utiliser ces composants. Ouais, c'est ça. Pour réparer. Scène numéro 2. À bord du vaisseau Xindi, à bord du vaisseau Xindi en chef, le Xindi reptilien est ultra énervé car le conseil a fait rappeler ses vaisseaux. Il fait face aux deux conseillers, le primate et l'arboricole, ainsi qu'à Degra, qui prend beaucoup la parole, je trouve, alors qu'il ne siège pas au conseil. Spoiler alert, je me plante et j'en ai la preuve un peu plus loin dans l'épisode où on nous prouve bien qu'il fait partie du conseil, apparemment, Degra. C'est juste parce que c'est un homme de terrain, donc du coup, je pense qu'il n'est pas souvent dans les lieux du conseil, si on veut. Lui, il s'occupait vraiment de... Ouais, voilà. Mais moi, j'avais l'impression, vu que même dans l'épisode, dans The T-Prime, quand le reptilien parle, il est vachement en retrait, et ce sont plutôt les deux conseillers qui parlent. Pour moi, c'était même clair que Degra ne faisait pas partie du conseil. Mais je me trompe, on le verra un peu plus tard. J'ai toujours compris qu'il y avait beaucoup plus de monde que ce que l'on montre sur le Il y en a conseil. plein. Non, mais j'ai bien compris. Alors moi, j'ai toujours compris que là, on nous montre à peu près toujours les mêmes 6-7 personnages revenir, mais le conseil est plus grand. Et il y a du monde qui sont sur le conseil, qui siègent le conseil, on va dire, mais qui sont beaucoup plus loin. Ils ont leur mission, ils sont sur leur vaisseau à eux. Ce qui peut paraître logique à l'échelle d'une espèce et de plusieurs civilisations comme ça. Ils ont des comptes rendus. Ouais, ça me paraît normal parce que c'est vrai que il y avait jusqu'à présent, on nous montre souvent, ils sont 2 représentants par espèce. Mais peut-être que c'est plus logique qu'il y ait, je sais pas, un quorum, une dizaine de représentants par espèce. Je sais pas. Bref. Ou alors c'est de l'absentéisme parlementaire à cause du cumul des mandats. Non, on s'en fout de Xindi qui est en train d'être détruite. On n'est pas là. Le reptilien proteste et demande au moins à ce que l'équipage soit fait prisonnier. À propos des prisonniers, le conseil ordonne de récupérer Archer en bon état. Je ne comprends plus rien. Déjà. Pourquoi ? Enfin, c'est un démarrage qui annule la fin du précédent. C'était un petit peu le pourquoi j'ai été un peu déçu. Parce qu'effectivement, il y a une grosse tension, et puis en fait, finalement, non, ils s'en vont. Voilà. Voilà. Il y a... Pour moi, ça fait sens quand même par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant, par rapport aux discussions d'Archer, aux preuves qu'il a montrées, etc., qui fait que les primates ont pu peut-être au moins convaincre les arboricoles de dire faut qu'on remette la laisse sur les reptiliens pour qu'ils se calment et qu'on voilà.
Mais c'est vrai qu'en termes de rythme, ça fait un peu le soufflet qui retombe, quoi. Moi, et puis même moi, de manière internaliste, je trouve très étrange. Le reptilien, à la fin de l'épisode, il débarque, il dit maintenant ça suffit les conneries, le conseil, vous attaquez, c'est à la limite d'être un putsch, quoi. Il va contre les ordres et il dit on attaque. Et il dit je prends Archer sous ma responsabilité, vous ne l'approchez plus, il va sur mon vaisseau. Et là, les conseillers se taisent et se retirent. Et là, nouvel épisode, les conseillers ils donnent des ordres directs outrepassant le reptilien, donc les vaisseaux qui viennent de faire un putsch, en fait, n'ont pas fait un putsch. Et les conseillers ordonnent au reptilien de rendre le Archer, qu'il vient de dire je vous le rendrai pas. C'est très étrange. Ouais, je pense qu'il manque une scène en fait où on voit qu'ils ont un moyen de pression sur lui pour le calmer. Et ouais, il aurait fallu qu'il y ait une scène comme ça pour que, tu vois, un truc qui soit révélé, qui dise bah en fait machin, j'en sais rien. Bah ouais. Après, bon, d'un point de vue entertainment, là, je sais pas, divertissement, on se dit bon ben ça place le reptilien vraiment en ennemi même des Xindi et du conseil Xindi, donc il reviendra plus tard, il y aura des bastons, des trucs comme ça peut être cool. Mais en soi, cet enchaînement, moi j'ai trouvé ça un peu surprenant. Après, j'y connais rien en militaire ni en xénopolitique, mais bon. C'est sûr que nos propres gouvernements font la même chose. Là. Ils doivent prendre des décisions, puis 20 minutes après, ils changent de décision. On annule tout. Oui, bah oui. C'est probable. Scène numéro 3. À bord de l'Enterprise, les travaux de réparation commencent, mais beaucoup de choses sont à faire. Reed et T'Pol rendent visite à Tucker dans la salle des machines. Idem, tout est pété de partout. Beaucoup de blessés, donc personne pour travailler. Rien ne sera bon avant au moins 2 semaines. Voilà, on est dans la continuité de ce que disait Thierry. Ils essayent de marcher dans les couloirs, c'est pas possible, ils enjambent, etc., etc. C'est chaotique et cool. Vous avez des choses à dire ou je continue? Non, pas pour l'instant. Alors, juste scène numéro 4. pardon. Ça prolonge quand même un peu le truc, on se demande comment ils vont s'en sortir, parce que certes, ils sont plus attaqués, mais immobilisés pendant 2 semaines, tu te dis, va être chiant l'épisode s'il reste sans bouger. Ouais, voilà. Et surtout que c'est que plus tard. Moi, à ce moment-là, je me suis posé la question, je ne l'ai pas noté, mais comment. Ils sont là. Ils sont juste là, dans l'espace Xindi. Il y a plein de vaisseaux autour, personne ne leur parle, il ne se passe rien. Mais c'est un peu plus tard que ce sera réglé. Scène numéro 4. Hein, on découvre Archer complètement tuméfié. Hop, on a l'image. Et ensanglanté à bord du vaisseau Xindi aquatique. D'un vaisseau Xindi aquatique. Ouf! Il n'est pas sous l'eau, me dis-je. L'occasion pour nous de voir un peu comment fonctionnent ces vaisseaux. T'as pris une capture ou... Ouais, super. Donc on a des ordinateurs... Comment on dit? Aquatiques? Waterproof. Et c'est assez cool. Ouais. Hydrophile. Et j'étais content parce que quand j'ai vu Archer apparaître, je me suis dit, est-ce qu'ils vont laisser juste l'écoutille avec un Xindi qui va se pointer, c'est tout, ou est-ce qu'on va voir comment ça fonctionne? Et je suis content parce que Archer va regarder et nous aussi, on voit comment ça fonctionne. Et je suis content. Ça me fait plaisir. Ouais, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est un poil trop grand. Il y a un peu trop d'espace vide, j'ai envie de dire. Oui, il y a beaucoup d'espace vide. Mais je trouve ça cool. Visuellement, c'est bien. J'aime bien le style que ça donne. Qu'est-ce que vous aviez pensé des dauphins de l'espace dans Lower Decks? Pas grand chose. Juste pouce en l'air. Non, mais là, tu parles des dauphins, les officiers dauphins. Oui. Pourquoi, il y a d'autres dauphins dans Non, je sais, j'ai pas encore vu la saison 4 au complet, donc je me suis dit peut-être qu'ils rencontrent une espèce de dauphin. Genre, non, moi j'ai bien aimé. C'est un truc qui est mentionné dans... Ah, pardon. Non, vas-y, Thierry. Effectivement, c'est quelque chose qui est mentionné dans TNG. Même sur le plan officiel,
du vaisseau Enterprise D, il y a Cetacean Ops. Là. Si tu regardes, il y a vraiment cet espace, c'est supposé être là, avec des dauphins qui... Même Jordi, à un moment, il dit à un délégué, il dit comme, je peux vous amener voir les dauphins si vous voulez. Attendez, quoi? Je savais pas. Je me rappelais pas. Et c'est Ouais, des dauphins terrestres ou c'est juste une espèce qui ressemble à des dauphins terrestres? Je crois pas que ce soit précisé dans TNG. Non, je crois que c'est Dans précisé. Lower Decks, ils ont l'air d'avoir choisi de prendre des dauphins terrestres ou des genres de belugas, je sais pas. Moi, j'aurais préféré justement que ça soit des trucs qui soient un peu aliens. Mais bon, D'accord. ils font ce qu'ils veulent. Après, ça peut être cool de dire que les dauphins ont évolué, peut-être grâce à l'aide des êtres humains, et que maintenant, il y a 2 espèces originaires de la Terre. Tu vois. Bon, bref. Archer essaie d'entrer en contact en frappant contre la vitre, mais un aquatique le rendort en appuyant sur un bouton. Pourquoi pas? Bon, je sais pas. Ouais, c'est des belugas dans Lower Decks, techniquement, effectivement. Terrestre? Ouais. Waouh! Ben, aquatique. Oui. Rien. Oui. Des Sachant Terranés. qu'il y a un beluga, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui est assez connu. Ouais, il est mort maintenant, mais qui a été assez connu parce qu'il y a des enregistrements de lui en train d'imiter la voix des plongeurs dans leur radio. Waouh! Donc ça avait un peu fait un petit bruit à l'époque. Enfin, ça avait fait un peu parler. Ce que ne font pas les Xindi aquatiques. Les Xindi aquatiques, ils ont leur propre langue, ils ne parlent pas. Hein, oui. Voilà. Il y a juste un truc que j'ai trouvé très drôle avec Archer qui tape sur la vitre. Ça fait un peu les enfants qui tapent sur les vitres des aquariums pour faire bouger les poissons. Ne tapez pas sur les vitres. Sauf que là, c'est lui qui est dans un terrarium en fait. Ouais. Ah oui, c'est genre t'as une bulle dans un aquarium et t'as le mec dans la bulle. J'avais même pas pensé. C'est vrai. C'est vrai. Scène numéro dans 5. mon zoo, est-ce que t'as vu mon humain? C'est mon Archer. Donne-lui du fromage. Ouais, lance une baguette. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Scène numéro 5, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Sur le pont, Reed indique que l'électricité est revenue. T'Pol, lui, ordonne de rendre accessible le pont E, car dans un de ses hangars se trouvent des pièces nécessaires à Tucker pour les réparations. Ceci est un fusil de Chekhov, un foreshadowing, fusil de Mayweather. Ça ne me plaît pas trop. Non, pardon, ça ne plaît pas trop à Reed qui se plaint de manquer de personnel, mais il obéit. Soudainement, une alarme retentit. Ce sont les Xindi qui reviennent. T'Pol donne des ordres, mais le vaisseau est sans armes et seulement une personne à son bord. T'Pol ordonne alors la prise du vaisseau. Voilà, et ça c'est un des trucs, sur le coup je me suis dit, ok, les Xindi ont arrêté l'attaque, machin, mais ça veut pas dire que vous êtes hors de danger. Et donc à tout moment, il y a d'autres vaisseaux qui peuvent arriver. Ils en ont joué en le faisant truquer. Mais c'est vrai que le vaisseau est là, il est coincé, quoi. Il est urgent de l'amener ailleurs. On peut dire qu'il reste quand même dans The Expanse, et donc peut-être qu'il y a des anomalies, puis des difficultés à scanner les lieux. Donc peut-être ça leur permet de rester un peu cachés. Et moi, je me demande à quelle distance ils sont de la lune d'Azati Prime. Tu sais, il y avait cette base lunaire qu'ils ont détruite. Et est-ce qu'ils se sont vraiment éloignés pendant la bataille ou est-ce qu'ils sont toujours dans la même zone, quoi? Est-ce qu'ils sont toujours dans le système Azati Prime? Ils sont partis. Ils ont quitté ce système solaire-là. Ils doivent être comme entre deux systèmes solaires. Tu sais, ces espèces vacants, là, ces espèces vides-là, où ça doit être plus difficile de repérer quelqu'un, quoi. Ah, ok. Je sais pas.
D'accord. À mon avis, ils sont complètement repérables là. C'est juste que il n'y a pas d'autres vaisseaux hostiles autour, Vu à que part les l'attaque a été Xindi, quoi. arrêtée, Mm. les Indies se sont retirés, c'est tout. Parce qu'eux, ils peuvent Mm. plus se déplacer. Donc, Mm. ils sont toujours au même endroit. Les Indies savent où est-ce qu'ils sont, je pense. Et Ok. d'ailleurs, la navette qui arrive savait Mm. où aller chercher. Ah bah oui. Scène numéro 6, dans un hangar, on a le visuel. On découvre le vaisseau qui est en fait une navette. C'est moi qui prends mal mes notes. Reed et T'Pol l'ouvrent. C'est Archer qui est dedans. Hop. Scène numéro 7. À l'infirmerie, Archer n'est pas content. Il demande le nombre de morts. Phlox a l'air très grave et répond 14 morts et 3 disparus. Puis, il retourne à ses occupations. Archer explique à T'Pol qu'il pense que c'est grâce à Degra qu'il est là. T'Pol se met à trembler. Archer le remarque, mais elle se dérobe et part faire semblant d'aider Reed. Ça va de plus en plus mal pour T'Pol. Mais que se passe-t-il? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est autre chose? Eh bien, on va le savoir bientôt. Scène numéro 8. Dans un couloir, T'Pol peine à marcher et a des spasmes. On voit à travers de ses yeux, petit visuel, le monde se déforme et devient extrêmement angoissant. Elle fonce dans sa cabine et se met de l'eau sur le visage. Moi, j'aurais préféré appeler Phlox à sa place, hein, mais bon, ça c'est elle qui voit. Surtout avec Ouais, mais son... Il y a de la on fierté apprendra qu'elle vulcaine. sait pourquoi. La logique vulcaine aurait voulu qu'on appelle un médecin, mais Non, bon, mais il y a la fierté vulcaine. ouais, L'ego vulcain. c'est vrai. Mais en même temps, ou c'est même plus, voilà, La honte toute personne dans vulcaine. toute personne dans sa situation, la plupart des gens ne l'auraient pas appelé, je pense. Scène numéro 9. En salle de fond de passerelle, je ne sais plus comment s'appelle cet espace. Salle de réunion, je sais pas. Oui, c'est la briefing room. Ouais. Ouais. C'est chouette parce que, tu vois, elle fait... c'est pas un doublon, mais presque avec l'Obs. J'aime bien ces deux salles. Bon, ça permet... Dans TNG, on n'avait que la salle de réunion. C'est le seul endroit où... Non, c'est tout. Que la salle de réunion et le pont. Et là, on a ces deux salles, tu vois. Il y a Dans deux les salles de films, réunion ils disparates. rajoutent Astrometrix. Dans lesquelles? Dans TNJ. À partir de Dans Generations, Voyager il y a aussi. Astrometrix. Non. Bah oui, mais dans Voyager aussi. Mais dans les films, dans TNJ, à partir du moment où il y a le Nexus, là, qui flotte à travers l'espace, ils vont dans Astrometrix pour justement voir la représentation 3D du Nexus qui balade dans l'espace. Donc, Oh. Oui, d'accord, mais dans les autres, hein. bah, j'imagine qu'on le voit pas. C'est-à-dire qu'on Ah, s'en voilà. sert pas. Mais il Non, y mais est. oui, mais moi, La oui, salle y est. d'accord, oui. Il est canon. Ok. Mais moi, je veux le voir, quoi. Je veux le voir. Bon, bref. Donc, dans cette fameuse salle de fond de passerelle, le casting au complet est réuni pour discuter de la marche à suivre. Même si l'attaque a cessé et qu'Archer a été libéré, ils ne sont pas hors de danger. Archer confirme que les Xindi ne sont pas unifiés. Il faut donc se cacher le temps d'être opérationnel. Reed trouve un amas gazeux. Il faudra 3 jours à l'Enterprise pour s'y rendre. J'ai une petite critique qui n'est pas majeure, mais c'est juste un petit quelque chose. Là. On est maintenant... c'est très clair que personne doute de Archer aussi. Il a été libéré. On t'a expliqué vite fait à l'écran pourquoi. Il a réussi à les convaincre, ils ont confiance en lui. Ils l'ont libéré, puis c'est tout. Mais j'aurais peut-être... par rapport au précédent qu'on a vu dans cette saison, en particulier, je pense qu'ils auraient dû faire un petit peu plus d'analyse poussée. Surtout que eux autres, ils ont fait un stratagème, simulation, tout ça. Stratagème. Contre des indies, ça aurait été très probable que non seulement lui, il soit dans une simulation, donc lui, il aurait pu questionner un peu la réalité dans laquelle il était, mais aussi eux, de l'autre côté, ils auraient pu questionner le pourquoi du comment il est revenu vraiment un petit peu plus en profondeur. Ah. Ouais.
Mettre Comme je un... dis, c'est un reproche mineur parce que je sais pas vraiment si ça aurait été utile d'intégrer tout ça comme histoire, puis ça aurait peut-être été comme lourd, ça aurait peut-être embourbé un peu l'histoire qu'il voulait raconter, mais j'ai juste trouvé que c'était un peu facile. C'est comme il est libéré, il est là, tout est beau, on se pose pas vraiment de questions plus que ça, quoi. C'est vrai. Ou un agent dormant. Là, pour le moment, ça va, il va donner les bons ordres, mais dans une semaine ou deux, il va se réactiver, il va tuer T'Pol dans son sommeil. Oh, Scène numéro 10. spoiler. Retour à la capsule Xindi. Oshii et Travis Mayweather l'analysent. Oshii fait part de sa tristesse en disant à Travis que sa mère voulait qu'elle fasse du piano et qu'elle aurait dû l'écouter. Travis lui dit que rien n'est perdu. Elle apprendra en rentrant, parce que oui, ils vont rentrer. C'était une petite scène, voilà. Pourquoi pas. C'est bien, C'est ça, une ça, bonne ça- scène parce que ça permet de montrer deux personnages qui existent dans cette série. Oui. On leur donne des scènes. Des scénettes. C'est Non, une non, mais victoire. c'était cool. Ouais, c'était quand même cool parce que c'est vrai que Oshii, elle a quand même une tendance depuis le début de la série à avoir des petits coups de... Pas forcément de dépression, mais elle abandonne. Elle baisse les bras. Et là, c'était chouette de la voir en duo avec Travis qui lui dit non, non, allez, vas-y. Fighto. Ben, peut-être que j'exagère un peu, mais elle est sur ce vaisseau à cause du peer pressure de Archer, quoi. Oui. Genre, c'est pas vraiment... tu sais, de elle-même, c'est pas quelque chose qu'elle aurait fait. Je pense que oui, elle y gagne des expériences personnelles, professionnelles, tout ça, puis elle doit le voir, le bénéfice quand même, tu sais, puis elle apprend plein de choses, même pour sa carrière, puis en tant que linguiste, tout ça. Mais je pense que avoir eu le choix, si on lui avait raconté tous les périples d'avance, peut-être qu'elle aurait fait comme... Non. Tu vas être transformé en crapaud de l'espace. Ah non. No, thank you. Scène plutôt numéro 11. En ingénierie, Archer et Tucker discutent de dégâts tout en effectuant des réparations. Tucker s'interroge sur le fait qu'il soit un allié. Mais Archer lui dit que non. Non, non, non. C'est simplement qu'il se pose des questions pour le moment. Le téléphone sonne. C'est T'Pol indiquant qu'un vaisseau non identifié est en approche et demande de l'aide après avoir subi de gros dégâts. Scène numéro 12. Sur le pont, Reed scanne le vaisseau et signale de nombreux dégâts. T'Pol signale de nombreuses anomalies. Archer contacte le vaisseau qui indique être en panne de moteur à cause des dites anomalies. Chapitre 13. Mais qu'est-ce que j'ai ce soir? N'importe quoi. Scène numéro 13. Dans les couloirs, Archer et le capitaine du vaisseau discutent. Ce sont des nouveaux venus dans cette zone. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils viennent de l'intérieur de The Expanse ou pas? Tiré à des petits soucis. Ouais, c'était la question que je me posais. Est-ce que tu veux continuer maintenant ou est-ce que tu veux faire une pause puis... Non, je pense que là c'est juste un signal d'avoir éteint sa caméra, donc c'est pas, je pense pas que ce soit un problème. Je me marque le timecode s'il y a un souci, mais je pense qu'il a juste coupé, il doit vouloir pisser, je sais pas. Je me suis posé la question parce que d'après mon analyse et ma compréhension de la chose, ils sont récents dans The Expanse. C'est pour ça qu'ils viennent de, on va dire, se faire buter par les anomalies, là. Mais d'un autre côté, je pense pas que ce soit vraiment probable parce que s'ils sont récents ou s'ils sont nouveaux, ça voudrait dire qu'ils viennent de rentrer. Mais s'ils viennent de rentrer, ça veut dire que on n'avait pas besoin de traverser, on aurait pu contourner puis rentrer par l'autre sens. Voilà, et même s'ils étaient rentrés par le même chemin qu'a suivi l'Enterprise, comment ils se sont retrouvés là? Parce que c'est vachement profond dans l'Expanse, vivant, sans savoir rien du tout. Et l'excuse du capitaine, c'est nous, on est juste là pour analyser les soleils rouges. C'est très étrange. Est-ce que tu es là, Thierry, ou pas? Non. Et nous revoici, on a eu un petit souci technique. Thierry est de retour. Voilà. Donc peut-être qu'il était là, peut-être qu'il n'était pas là. À l'heure qu'il est, au moment de l'enregistrement, je ne sais pas si sa vidéo a fonctionné ou pas. C'est marrant parce que ça fait 2 jours d'affilée que Zencastr plante comme ça et ça m'inquiète quelque peu.
On en était donc à la scène numéro 12 et on disait avec Sean, donc sur le... Non, la scène numéro 13, pardon. Dans les couloirs, Archer et le capitaine du vaisseau discutent. Et donc on se demandait avec Sean, est-ce que cette espèce est originaire de The Expanse? Est-ce qu'il vient d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'ils sont là pour observer les soleils rouges? Enfin, il y a plein de questionnements. Comment ça se fait qu'il se soit fait piéger par des anomalies? Enfin, il y a plein de questionnements. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Thierry? Bah, moi, je me suis pas posé toutes ces questions. Pour moi, c'est des explorateurs qui sont en mission scientifique et c'est tout. Ok. Voilà. Ils sont pas si loin que ça de leur planète, donc peut-être que leur planète est dans l'étendue delphique, parce que s'il leur faut Oh. 3 ans pour revenir à vitesse infraluminique, C'est pas si loin. c'est que c'est pas loin. Hmm. Donc du coup, voilà, je pense que voilà, c'est juste ça, quoi. C'est des scientifiques qui vont explorer, comme fait Starfleet en temps normal, quoi. Bon, ben voilà. Ce sont donc des nouveaux venus dans cette zone et Archer les briefe un peu sur les anomalies et le Trillium D. Puis il dit qu'il est prêt à faire du troc de Trillium D pour réparer ses moteurs. Il aurait besoin d'une bobine, je ne sais pas trop quoi. Mais le capitaine refuse. Vous avez vu, j'ai pas dit bobine techno blabla. Hein. Mais le capitaine refuse. S'il lui donne, il est coincé dans cette zone. Archer insiste. S'il n'arrête pas les Xindi, c'est la Terre qui va être détruite. Le capitaine comprend, mais s'il aide Archer, c'est son équipage qui est mort. Statu quo. Et donc, ici, je trouve assez particulier la technique d'Archer de juste lancer sans vraiment de contexte additionnel. Les Xindi vont nous niquer la race. Quoi. Genre, ils vont détruire notre espèce au complet. Puis, ils donnent pas de contexte, ils n'expliquent pas pourquoi ni comment. Moi, si on me dit ça, j'assume que vous n'êtes pas vraiment des bonnes personnes non plus. Peut-être qu'il y a un côté de victime là-dedans, mais c'est aussi que vous êtes en guerre. Et donc, du coup, j'ai pas forcément envie de vous aider. Il explique pas que c'est genre en soi un génocide et qu'ils sont vraiment victimes ici et qu'ils essaient vraiment de se défendre pour se sauver vraiment la vie. Quoi. La manière dont il l'explique, on dirait juste que c'est comme, ben, voilà. Oui, c'est Archer est vrai. déjà vénère. Hein. Après, il lui pose pas plus de questions que ça, le capitaine. Non, il a pas l'air très concerné, genre il s'en fout un peu, là, honnêtement. Mm. Il essaie juste d'analyser ses soleils rouges. Là. Ouais. Mais oui, Ouais. moi je trouve ça assez comme peu insistant ou peu comment dire convaincant de la part de Archer comme argument ici. Donc je comprends pourquoi l'autre a pas voulu donner son Mais ressort. Là. tu penses que si Archer avait fait toute l'explication, il lui aurait donné sa bobine de distorsion? Je pense que peut-être qu'ils auraient pu arriver à peut-être qu'il y aurait eu plus d'empathie puis qu'ils auraient pu peut-être arriver à un compromis plus facilement du style on te le prête, va faire ta mission, empêche l'arme d'être construite, ceci, cela, puis reviens-nous. Nous, on bougera pas de toute façon en attendant. Tu sais, donne-nous de quoi nous protéger en attendant, on se protège contre les anomalies, puis quand vous revenez, vous nous rendez notre coil. Là. Ça demande beaucoup de confiance. Hein. Ouais. 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 C'est chaud. Je Les deux pense sont que- sous je pense- tension je- à ce moment-là. Je pense qu'il a, même avec les explications et tout, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu les donner en fait, parce que Non, je le comprends, il protège son peuple aussi, là, je comprends. Voilà. Là. Tu vas pas juste Ce qui est, naufrager tous tes gens. ce qui est catastrophique, c'est Ouais. qu'en temps normal, Archer, il aurait démonté la moitié de son vaisseau pour aider cette espèce à sortir de ses problèmes. Le Trillium D, limite, il leur aurait donné. de toute façon, il s'en Mais sort là, pas. Mais ouais. oui, carrément, il leur aurait donné, ouais. Bref. Scène numéro... Non, Il pardon. aurait pu leur donner, en vrai. C'est vrai que ici, à la fin de cette interaction, il aurait pu dire, bon ben écoute, je te le donne quand même. Fais ce que tu veux. Ah oui, il a d'autres Donne-moi choses à pas ton penser. machin de moteur, mais je vais te donner genre ton... Hmm. je vais te donner ton Trillium D.
Ouais, mais ça aurait pas pu l'aider à apaiser sa conscience plus tard. Spoilers, pardon. Si, il aurait quand même donné les vivres. Scène numéro 14. T'Pol se prend une douche avec Tucker. Ah, ça devient très sexuel, limite violent. Puis, oh mon Dieu, elle se transforme en zombie vulcain de l'espace. Est-ce qu'on a une photo? Ouais. Ouf. Ce n'était qu'un rêve. Ça vous fait pas penser à Shining? Ah ouais. Ah ouais. Donc pour contextualiser, Thierry, Shining. Dans Shining, donc le film, hein, pas le bouquin, je l'ai pas lu, donc ça se trouve c'est dedans, mais bref, peu importe. Il y a une scène dans une chambre de l'hôtel où il y a une bimbo qui prend son bain et puis qui s'approche séduisante du personnage masculin, puis qui commence à lui rouler des patins, et en fait c'est une vieille dégueulasse. Voilà. Donc T'Pol est vieille et dégueulasse. Ouais, non, c'est vrai. Sauf que, pour le coup, là, c'est pas Tucker qui fait ce rêve, c'est T'Pol. Voilà, T'Pol se réveille dans son lit, suinte et terrorisée. Elle se lève et récupère une combinaison spatiale. Mais que va-t-elle faire? C'est rigolo comme twist, quand même, je trouve. Ouais. Tu fais un mauvais rêve, tu te fais attaquer par une créature immonde, mais c'est toi, en fait, l'attaquant. Créature immonde, ça doit être déconcertant. C'est vrai que moi, dans mes cauchemars, je suis victime. Ou les proches sont victimes, surtout maintenant que j'ai des enfants. Mais je suis pas assaillant. Ouais, c'est jamais toi qui t'en vas attaquer une autre famille, genre. C'est marrant. Ouais. Bref. Tant mieux. Je pense que ça serait quand même inquiétant si t'étais... Oui, voilà. Peut-être le fait de se rêver soi-même en victime, c'est peut-être un petit peu égocentrique, mais se rêver soi-même en agresseur, c'est très étrange. Dites-le nous dans les commentaires si vous avez déjà rêvé de vous-même en tant qu'agresseur. Si oui, êtes-vous vulcain? Scène numéro 15. Avec sa combi, T'Pol se rend au hangar numéro 2 en traversant le fameux pont E inaccessible. Dans le hangar, l'échelle est cassée. Elle entreprend donc de descendre via un monticule de caisses diverses, mais elle tombe et arrache son tuyau de respiration. Ouf! Elle parvient à le remettre en place et commence sa fouille. Elle ouvre une caisse et récupère des pierres noires. Oh, ça c'est un peu tôt. Des choses à dire? Moi je pensais que la scène allait s'arrêter à quand le tuyau est arraché. Et que l'épisode allait se transformer pour une durée en sauvetage de T'Pol. Où est T'Pol? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en danger, elle va mourir, il faut la sauver. Non, moi je me souvenais de ce qu'elle allait faire à ce moment-là. Donc je me suis pas... Et la première fois que je l'ai vue, je me souviens plus. Je me souviens plus de ce que j'en pensais. Et avec tous les caissons au fond, j'ai évidemment pensé à ce fameux épisode de Worf qui se prend un bidon dans la gueule. C'est pas gentil, je me moque des gens. Mais bon. Donc c'était cool. Scène numéro 16, pardon. Dans un labo, T'Pol place la pierre dans une machine qui en fait une substance. J'arrive pas à voir si c'est liquide ou si c'est gazeux. Est-ce que vous avez vu? Je n'ai pas fait plus attention que ça. Voilà, elle en fait quelque chose. Qu'elle s'injecte directement dans le cou. Et voilà, T'Pol est une junkie. Voilà, une droguée de l'espace. Quelque chose à dire là-dessus? On a la révélation. Là, donc. Même sans avoir l'explication par la suite, on peut quand même déjà se dire à ce moment-là que ça explique pourquoi ça fait quelques épisodes, même un bon bout de saison, qu'elle est plus émotive que la normale, et que ça a l'air d'être lié à ce qu'elle fait là, quoi. Et que ce qu'on a vu avant, c'était des crises de manque, ce qui explique aussi qu'elle n'ait pas la lucidité d'aller voir Phlox, même si c'est pas logique. Voilà. Moi, je me dis quand même, mais qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi? Ben oui. Je vais m'injecter. Peut-être qu'elle essaye de faire un vaccin, tu sais.
Je vais m'injecter directement, ce qui... Tu vois? Bah, moi, enfin, pour moi, à ce moment-là, c'est assez évident que c'est une forme de drogue, puisque elle est allée le faire en cachette. Oui, non, ça, oui. Mais pourquoi à la base? Ah, au Est-ce que départ. c'est le fait... est-ce que... Moi, j'avais 2 théories à ce moment-là. Vaccin, ou alors elle ressent quelque chose de s'être approchée du Trillium D et elle a une attirance et elle a trouvé cette manière de se l'injecter. Je me posais cette question. Voilà, c'était 2 théories, les 2 sont Ah, fausses. ok. Les 2 nous seront révélées un peu plus tard. Mais voilà. Scène numéro 17. Dans le hangar à navette, Xindi, pardon, j'ai dit ça comme si c'était un prénom. Dans le hangar à navette Xindi, Travis et Oshi font un rapport. Rien de particulier concernant la navette. Oshi a trouvé un document dans les archives intéressant néanmoins. Elle trouve une demande de matériel signée au nom des enfants de Degra. C'était donc un message. Est-ce que vous avez les noms des enfants de Degra? Il y en a 3. Est-ce que c'est ça ta question? On n'a pas fait la question au début de l'épisode. Ah oui, Si on a fait la question, tu as dit H.G. Wells. Ouais, c'est vrai. Pyral, Jaina et Trenia. Ok. Ah. Tu m'as pas laissé faire ma blague, j'allais dire Riri, Fifi et Loulou, mais bon. Merci. Bah tiens, tu veux la réponse à... Attends, parce que du coup j'ai fait... Hop là. Tu veux la réponse à la question? Qui a écrit City on the Edge of Forever? J.K. Rowling. Non. Ah, Qui a fait un bien bad buzz aujourd'hui, justement. On vient d'apprendre que c'est là, pour le coup, elle pourra plus se défendre. C'est la confirmation ultime que c'est une mauvaise personne. Je ne suis pas au courant. moi non C'est plus. correct. C'est correct, t'as pas besoin de Mais polluer ton j'avais déjà ma podcast avec ce que confirmation, moi j'avais pas besoin de ça. Ouais, mais tu sais, elle jouait toujours sur l'ambulance, machin truc. Elle a fait un don aujourd'hui de 70 000 livres à une association qui veut faire retirer le droit aux femmes trans de s'appeler des femmes. C'est Ils pas le veulent- premier don qu'elle fait à des associations transphobes. hein. Elle en a fait plein avant. 70 000 livres, c'est vrai? Bah, pas de ce montant-là, mais elle en a déjà fait plein avant. Elle s'est J'étais pas au affichée, elle a promu des assos comme ça. Ça fait un moment. hein. Ah, ok. C'est Bon. sûr que si tu te bases que sur ses tweets, tu peux te dire, bon, ok, c'est ambivalent, mais... Ah, En fait, ça fait un moment qu'on sait que l'argent qu'elle gagne sur la franchise, bon, après, c'est pas le D'accord. lieu de faire ce genre de débat, mais ça fait un moment qu'on sait que l'argent qu'elle gagne sert directement à aller pourrir la vie des personnes trans. Quoi. Elle est pas millionnaire. Non? Oui, elle est millionnaire, cette femme. Oh, si, c'est la deuxième fortune d'Angleterre. Ok, du coup, je vais être un peu particulier dans ce que Il je me vais semble. dire. Essayez de me suivre là. Elle Le essaye fait- de se... Le fait qu'elle fasse un don de 70 000, techniquement, ça vaut rien, même pour cette association-là. Parce que même si tu étais d'accord avec son don, pourquoi elle donne pas des millions? Comme ça, elle règle son problème direct. Au lieu de donner des petits à-coups juste pour énerver le monde. On dirait juste qu'elle essaie de troll, en fait. C'est particulier comme manière de faire. Si vraiment elle pense qu'elle a raison et que donner de l'argent va résoudre un problème, qu'elle donne. La deuxième fortune de l'Angleterre, tu dis? Ben, Il me semble... je Non, sais mais pas. c'est un truc très courant ça chez les ultra riches. Ouais, je pense pas qu'elle soit ultra riche, j'en sais rien. Mais chez les très riches, en tout cas, de faire des dons qui sont l'équivalent de si d'un PIB. que si quelqu'un au SMIC payé faisait un don de 50 centimes, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est comme si moi je donnais 2 euros. Tiens, Il y avait eu en va te France, soigner, en France, on avait eu un débat il y a quelques mois sur je sais plus quel riche qui avait fait un don au Resto du Cœur et que tout le monde le célébrait en disant machin. Puis t'as des gens qui disaient ouais, enfin bon, en comparaison de sa fortune, c'est ridicule ce qu'il a dit. C'est remboursé par les impôts en plus, les Mais bon. dons. C'est aussi Fait surtout que c'est le un gouvernement qui moyen paye. non, c'est un Fait que moyen de techniquement, désimposer, si tu fais défiscaliser si certaines tu choses. fais un don transphobe et que c'est remboursé par les impôts, ça veut dire que ton gouvernement fait le don transphobe. Je sais pas comment ça se passe en Angleterre. Bon, après, Boris Johnson, c'est toujours Boris Johnson, le Premier ministre, je sais plus. J'ai pas trop suivi. Plouc, là, je sais plus si c'est lui. Non, Mais- parce qu'il y avait une dame qui avait fait 6 jours, puis elle a démissionné. Non, c'est pas ça. Puis genre maintenant, elle a son salaire à vie, là, malgré le fait qu'elle ait fait juste 6 jours de poste. Là.
On vit dans un monde, les gars. On vit dans un monde. On vit dans une saucisse. Oh, l'étendue d'Elphick, c'est pas si mal. Attends, du coup, il faut le savoir quand même. Qui est le premier On a ministre beaucoup trop dérivé. On parlait de T-Paul qui était une junkie, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je m'excuse, c'est moi qui ai mentionné J.K. Rowling. J'aurais pas dû mentionner ce nom-là. Rishi Sunak, qui est le premier ministre actuel, membre du Parti conservateur, très probablement donc transphobe. Bon, pardon, on crache un peu. On va se faire ruiner encore. Je vois les commentaires sonner d'avance. Il y avait encore un truc. Attends. Tu assumes. On va pas commencer à insulter les gens sans savoir. Oui, non. À l'avance. Oui, non, mais j'assume. Ouais, écoute, je pense. Rishi Sunak, si t'es pas d'accord, viens me péter la gueule, je dirais. Octogone. Mais j'avais un truc de. Ah, ben oui, c'est ça, il fallait que je révèle. Alors, qui a écrit City on the Edge of Forever? Thierry, t'es sûr de ta réponse? T'es sûr et certain? Bah, plutôt, oui. Tu crois pas que c'est Dorothy Fontana? T'as un doute ou t'as planté? Ah non, les deux. C'est mon cerveau qui a planté. Dorothy Fontana était bien scénariste et c'est en effet Harlan Ellison qui a écrit City on the Edge of Forever. Bravo, t'as eu une réponse directe, sans la moindre hésitation. C'était énorme. Tu l'as lu? Vous l'avez lu? Non. Parce qu'ils l'ont adapté en... Il y a une adaptation en comics aussi. Et oui, effectivement, il y avait Janelle Coon et Dorothy Fontana qui étaient co-scénaristes non crédités. Ouais. Il a pas aimé l'adaptation, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? Ouais. Il a pas aimé l'adaptation. Il a été scandalisé par la version Star Trek. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il a écrit son truc après, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est un truc qui était assez... Enfin, il n'y a pas eu que lui, mais c'est lui qui a peut-être le plus gueulé, je pense. Mais c'était très courant dans la série originale que les scripts soient remaniés. Parce qu'en fait, c'était des auteurs qui avaient l'habitude des séries... comment on dit? J'ai perdu le mot. Avec des épisodes indépendants, des séries d'anthologie. Et pour Star Trek, il fallait que les histoires fonctionnent dans le cadre de Star Trek et du statu quo de Star Trek et de la continuité des personnages, etc. Et donc, il y avait beaucoup de réécriture pour ça. Et aussi Gene Roddenberry qui réécrivait des scénarios, histoire que son nom y soit et qui touche des sous sur le scénar. Il y avait ça aussi quand même, faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Il a écrit des paroles. Oui. Pour le thème de Star Trek. Ouais. Donc, il est crédité puis il gagne de l'argent. Enfin, il a touché des royalties. Sur le thème, alors que les paroles n'ont jamais. Je trouve que c'est un génie. Est-ce que tu les connais, ces paroles? Un peu. C'est vrai? Je les ai lues une fois et je crois que c'était pas très bien. On va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai un peu préféré effacer ça de ma mémoire. C'est du POV d'une femme qui parle de son chéri qui voyage dans l'espace. Genre, c'est un peu particulier, tu sais. Attendez, je cherche le nom j'ai un gros trou de mémoire. Nicolas Martin. J'ai entendu sur France Inter Nicolas Martin chanter cette chanson lorsque j'ai appris la révélation comme quoi Gene Roddenberry avait écrit les paroles de la chanson de Star Trek. Et c'était quelque chose. Hein, c'était un moment radiophonique, ça. Bref, on reprend. Scène numéro 18. Dans l'Obs, T'Pol a transcrit le message de Degra en coordonnées stellaires et date de rendez-vous. C'est très cool. Seulement, le vaisseau ne sera jamais là-bas à temps. Oh oh. Scène numéro 19. Phlox rend visite à Archer pour lui rendre son clébard et faire
un rapide état des lieux des blessés. Archer est très perturbé. Il demande à Phlox depuis combien de temps il est médecin, 40 ans, puis s'il a déjà agi de manière non éthique ou immorale. 2 fois. Archer explique alors de manière très grave qu'il va devoir agir de manière immorale et que vu la nature de sa mission, ce ne sera probablement pas la dernière fois. Je marque entre parenthèses, un peu facile de se prédédouaner, non ? Non ? J'ai pas l'impression qu'il se prédédouane à ce moment-là. J'ai une question. Les 2 fois où Phlox s'est comporté de manière pas éthique, est-ce que ça fait référence à des épisodes à votre avis ? Déjà, il y a une fois pour moi, c'est sûr, c'est avec le clone de Trip. Parce que... c'est très questionnable. Hein. Voilà. Et après, je me demande si la première fois, ça serait pas le génocide. C'est pas l'épisode de la planète. C'est pas un génocide, mais oui, je pense à ça. Enfin, à ce que tu appelles le génocide, oui. C'est-à-dire l'épisode où il choisit de ne pas soigner, une espèce. Non, je pense que c'était un choix difficile, mais je vois mal comment il peut le tourner en disant c'est pas éthique. Bah, en fait, il y avait aucune solution idéale face à ce choix-là. Ouais, pour défendre Phlox là-dessus, je pense qu'il y avait 2 mauvais choix, il n'y avait pas de bon choix en fait. Donc il était confronté à une situation où la solution était forcément non éthique. Ouais, mais est-ce qu'en fait c'est lui qui parle, hein, donc est-ce que c'est lui, il perçoit ça comme ça, ou est-ce que ça fait référence aussi à d'autres événements auxquels on n'a pas eu accès ? Moi, je le vois comme ça. On avait traité de cet épisode, dont j'ai oublié le nom, dans un très vieil épisode de Star Trek pour les nuls, avec toi Thierry et avec Charles. On avait regardé 2 fois 4 épisodes d'Enterprise, alors je sais plus si c'était la première ou la deuxième émission. Je crois que c'est cette fois-là que j'ai dit à Charles que ça y est, il avait tout compris à Star Trek. Il avait tout compris. Est-ce que c'était votre concept de quelqu'un qui connaît pas Star Trek du tout, puis vous lui faites regarder Ouais. T'as jamais été invité chez Star Trek pour les nuls, toi ? Tu te rappelles pas du concept ? Bon, bref. Oui, j'ai fait un épisode comme ça où j'étais quelqu'un qui connaissait Star Trek. Non, c'est pas ça ? Oui. Si, t'es venu pour parler de le 6e film, je crois. Ultime Frontière. Et moi, en fait, je me souviens de cet épisode parce que je me souviens d'avoir dit c'était un chouette épisode, un peu cool. Et Charles, il m'avait dit ouais, enfin, on vient quand même de parler d'un génocide. Et je disais oui, c'est vrai. Ça m'avait fait un peu. Je m'étais dit il va falloir que je fasse un peu attention à ma manière de m'exprimer. Bien, scène numéro 20. Archer rend visite à Reed et donne l'ordre d'aborder le vaisseau alien en détresse. On a besoin de leur bobine et ils ne nous la donneront pas. Ça y est, faites chauffer les phasers, ça va shooter. Scène numéro 21. Dans le conseil Xindi, on a une image. Nous voyons une nouvelle personne. Il s'agit de la même espèce. J'ai marqué espace, je ne comprenais pas le sens de ma phrase. Il s'agit de la même espèce que le cobaye, je crois. Vous confirmez ? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, le cobaye était tellement amoché que c'est dur à dire. Ok, peut-être mais que je me trompe. Mais c'est tout à fait possible. Ok. Je dirais. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que oui, c'est supposé être ça. Ben, il révèle rien de ce que... Mais faut qu'on n'en parlera pas là, mais oui. C'est supposé être la même espèce, quoi. Okay. Par contre, on voit maintenant de qui il parlait quand les Xindi disaient « elle ». Le seul personnage féminin... Bon, bref. Elle semble donner les ordres, mais le conseil a un cas de conscience. Les reptiliens fabriquent une arme biologique et c'est inacceptable. Le conseil confronte alors l'alien. Les reptiliens n'ont pas la technologie nécessaire pour voyager dans le temps, en l'occurrence sur la Terre du passé, confère Carpenter Street, alias Virus en français. L'alien explique alors que les reptiliens et les insectoïdes voulaient quitter le conseil après avoir reçu un refus de fabrication de cette arme.
L'alien a donc contourné les ordres du Conseil pour le protéger et le garder uni. L'alien leur fait un rappel à l'ordre. Vos querelles ne m'intéressent pas. Concentrez-vous sur le seul vrai ennemi des Xindi, à savoir les humains. C'était super intéressant d'avoir ça. Déjà, techniquement, ouais, j'ai vu que tu avais levé la main. Non. Techniquement, ah oui, d'accord, de l'avoir dans cet épisode à ce moment-là, parce que ça met un espèce de mini cliffhanger avec Archer qui est prêt à partir à la guerre, et ça nous continue de nous contextualiser les Xindi. On en sait un peu plus, c'est très cool. Voilà. Donc oui, pour poursuivre ce que tu viens de dire là, moi je suis très content de la voir, elle. Je trouve que c'est un personnage sympathique, on va dire. Elle n'est pas gentille, elle, mais le concept de son ajout dans le conseil, puis que c'est elle qui manigance tout ça, je trouve que c'est bien placé. Bien rythmé dans la saison. Je trouve que c'est pas trop tôt, mais c'est pas trop tard non plus. Trop tôt, ça aurait pu gâcher un peu. Le seul truc que je trouve, c'est qu'ici, là, elle est très hypocrite. Parce qu'elle leur fait le coup de genre, tu sais, contactez-moi plus, là. Genre, je veux pas parler à vous autres sans parler aux autres membres du conseil. Mais c'est comme littéralement on parle parce que t'es parti parler aux deux autres ploucs, là, derrière notre dos. Donc, du coup, et puis il y a personne qui lui dit rien. Les gens sont comme, ah ok, c'est bon. Elle se positionne vraiment en chef. Ouais, c'est ça. Là, elle affirme son autorité, en fait. Mm. En gros, elle peut faire ce qu'elle veut. Par contre, eux, s'ils veulent venir l'emmerder, faut qu'ils soient tous là, quoi. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Mais moi, j'aurais pas été capable d'accepter ça. Je lui aurais relancé dans la face, tu vois. Je lui aurais dit, écoute, tu sais, ma conne, là. J'aurais pas été capable. Je suis pas capable. C'est la question. Une question. Ah, pardon. Vas-y. Non, ça va lancer le débat, la merde. Ouais. Est-ce que J.K. Rowling fait des bombes? Donc, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je m'ai perturbé. Moi, je pense qu'on en avait parlé lors de Carpenter Street, mais je repose la question. C'est quoi la différence entre faire un génocide en faisant péter une planète et faire un génocide en faisant une bombe biologique, bactériologique? En quoi c'est « Oh là là, non, c'est mon Dieu, c'est affreux, faut surtout pas faire ça ». Alors qu'ils sont en train de programmer la mort de toute une espèce. C'est plus difficile. Non, je pense que c'est pas d'un point de vue moral le souci, à mon avis. La bombe bactériologique, je pense que le problème que ça leur pose, c'est qu'on va en perdre le contrôle. Ok. À mon avis. Parce que là, ils ne traitent pas la question. C'est ce qui me paraît dangereux. Dans ce qu'on en voit là, le conseil dit juste, on leur a dit de ne pas le faire, et ils le font quand même avec votre aval. Et ça nous pose problème. Donc, on n'a pas la raison de pourquoi ils veulent pas le faire. Mais c'est la question qui me vient, moi, à chaque fois. Mais je sais pas, on n'en avait pas parlé pendant Virus? Je sais plus. Sûrement. Désolé. Bon, bref. Donc, c'est sûr, une arme, tu tires, tu sais où elle va, tu sais ce qui se fait, et c'est bon. Pardon, excuse-moi Thierry, ça fait 3 fois que je te coupe la parole. Pas de souci. Je trouve que la manière dont elle réagit, c'est rigolo parce que d'un côté, elle fait genre un peu manipulatrice. Ah oui, non mais je l'ai fait, mais c'était pour votre bien. Mais en même temps, tu sais, quand ils lui disent, quand ils l'accusent et tout, et qu'ils disent, c'est toi qui voyage dans le temps, quoi. Ça fait aussi un peu, bah ouais, et alors, je vous emmerde. J'ai l'impression que les deux tableaux fonctionnent en même temps, et ça me paraît, c'est pas tout à fait compatible, mais ça fait un peu ça, quoi. Tu sais, elle est là, bah ouais. Elle s'en cache pas du tout, elle est pas du tout en mode honteuse ou quoi, elle est même plutôt fière d'avoir fait ça. C'est très politicien, je trouve, et ça fonctionne très bien. Ouais, ça a du sens parce que dans le fond, ici, elle a le pouvoir non pas parce qu'elle est plus intelligente ou parce qu'elle a plus d'habileté, mais vraiment juste de par le contexte de sa situation, quoi. Genre, sa technologie est plus avancée, fait que c'est elle la boss. Ah, bah c'était ça. Mais c'est pas elle, dans le fond. Elle est pas plus apte à être boss que les autres. Montre-nous ton CV. C'est la question que je voulais poser au départ avant que Rémi me perturbe. Je me demande quand même sur quoi repose son autorité.
concrètement. Moi, j'arrive et je peux arriver et partir à tout moment. Ouais, mais du coup, c'est pas grand chose, tu vois. Genre Q, il peut faire ça, et Picard, je sais pas ce que Q dit, quoi. Cisco lui fout une baffe, quoi. Ouais, mais c'est des humains, c'est pas des Xindi. Wow! Wow! Non, mais c'est Ouais. juste les humains, on est connus pour notre violence et notre pugnacité. Ok. Donc, Je savais pas où on tu est t'en peut-être allais. dur et méchant. Mais non, je suis pas raciste. Non, Après, comme on peut-être- l'a dit dans le précédent épisode, un Xindi reptilien différencie d'un autre Xindi reptilien. Bon. Peut-être qu'elle a quand même menacé leur espèce dans un sens où qu'elle a laissé entendre que s'ils détruisaient pas les humains, ben eux ils allaient être détruits au complet et que elle pouvait engendrer ça ou tu sais le laisser C'est ce arriver. qui Là. semble sous-entendu. Après, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont en contact, hein, parce que déjà, vu le temps qu'il a fallu pour fabriquer cette arme, le temps qu'il a fallu pour fabriquer le prototype la première fois, le temps d'arriver à les convaincre, ça fait peut-être des années et des années que elle et les siens sont en contact avec le Conseil et avec les Vraiment du Xindi temps et mal qui font investi du... pour une personne qui peut faire du voyage temporel. Hein. C'est Ouais, dingue, mais ils quoi. essayent de faire la chose discrètement, peut-être, hein, parce que... Je sais pas, bon. Oui, bah oui, parce que de toute façon, t'as des vaisseaux comme l'USS Relativity et tous les trucs du Starfleet du futur qui surveillent tout ça et qui sont en pleine guerre temporelle, donc il faut Ok, qu'elle donc soit il faut discrète. faire ça discret, ouais. D'ailleurs, là, on voit, tu sais, vu elle bug des fois, on voit qu'elle est pas vraiment là, c'est genre une projection. Donc techniquement, elle voyage pas vraiment dans le temps, elle communique dans le temps, on sait pas trop comment, on n'a pas d'infos, mais on a l'impression que voilà, Comme Zordon. elle a une certaine prudence vis-à-vis de ça, quoi. Ouais. Scène numéro 22, on y va? Allez. Scène numéro 22. À bord de l'Enterprise, c'est un conseil de guerre. Notons que Oshi n'est pas présente. Le plan d'Archer est simple. Attaque éclair. On se téléporte, on débranche la bobine et on repart. Minimum de victimes des deux côtés. Mais ça ne convient pas à T'Pol. Toujours souffrante, elle prend... mes notes, ça va pas du tout, c'est illisible. Toujours souffrante, elle prend Archer à part. Elle rappelle à Archer le début de la saison 3 et les attaques des pirates. Il répond que ça n'a rien à voir, car eux, ils vont laisser de la nourriture et du Trillium D. Ils sont super sympas. Elle lui balance: pour sauver l'humanité, on doit conserver notre humanité. T'Pol est dans la place. C'est ce que lui avait dit Archer en début de saison 3 également. Il se défend, c'est la seule fois qu'il agira ainsi, lui dit-il, mais elle lui répond: une fois que l'on rationalise sa première exaction, il est facile de recommencer. Mais Archer reste sur sa position. T'Pol, dans un accès de rage, brise sa tablette informatique sur le bureau. Je ne vous laisserai pas faire, lui hurle-t-elle. Et c'est malheureusement ce qui lui fait perdre ce duel. Archer comprend que quelque chose cloche. T'Pol avoue n'avoir pas eu le temps de méditer ces derniers jours et qu'elle est à cran. Il lui explique qu'il fera partie de l'équipe d'assaut et que personne n'a le droit à l'erreur car des gens mourront. C'est vrai que c'est dommage qu'elle en finisse par arriver jusque-là parce qu'elle marquait que des points forts, quoi. Elle rentrait dans Archer, c'était bien, c'était cool. Et un humain aurait pété sa tablette, Archer lui aurait mis un soufflon, une engueulée, machin, mais les arguments précédents n'auraient pas été invalidés par ça. T'Pol qui fait ça, t'es pas sûr? À mon avis, ça aurait aussi invalidé les arguments d'avant. Mais je sais pas, moi, finir une bonne dispute en disant mais putain, mais c'est pas vrai, quoi, en tapant sur la table. Non. Ouais, si, non, oui, non, mais si. Maintenant que tu le présentes comme ça, je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais, non. je vais parler Toti, par il est pas d'accord. expérience. Non, mais c'est parce que j'ai déjà eu des situations T'as d'énervement. J'ai déjà pété des brisé tablettes choses. sur la table. Ouais, mais j'ai déjà brisé des choses au travail. Pour vous le dire, là, j'avais raison, là. Mais à partir du moment où tu fais un acte qui paraît comme violent ou agressif de cette manière-là, t'as tort. C'est n'importe quoi, genre c'est fini. Tu ne gagnes plus l'argument. Tu es le perdant dans le conflit. Donc, mais la violence est l'ultime rempart de l'incompétence.
Tu viens de le traiter d'incompétent. Ouais, non, Non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, alors, je ne suis pas d'accord. Non, je comprends, dans la tout vraie à fait. vie, je te crois sans problème, Sean, de toute façon. Et effectivement, c'est ce que je pense. Mais est-ce que les règles sont les mêmes dans les séries télé? Parce que si tu regardes des séries policières, par exemple, quand le boss il dit aux flics non, tu vas pas tuer les mecs dont tu n'as aucune preuve que c'est des méchants, mais que toi tu penses que c'est méchant, et que le gars il casse un truc dans le bureau du patron et puis il se jette barre en son lui badge. jetant sa plaque à la gueule, il a raison dans la série, tu vois. C'est vrai. Donc dans le contexte de la fiction, est-ce que les codes sont les mêmes que dans la vraie vie? Peut-être pas, parce qu'en plus, si tu es flic et que tu n'as aucune preuve, ça sera refusé dans la vraie vie, mais dans une série, si tu t'en vas tuer le gars, mais que tu trouves la preuve par la suite, tu as quand même raison. Pan. Ah, cool. Jamais juste. Ouais, non, mais voilà, moi, c'est quelque chose. J'ai adoré. Je crois que ça a été ma scène favorite de l'épisode. T'Pol qui lâche rien, qui a vraiment la hargne et la colère. On comprend après que c'est dû. Enfin, on comprend que c'est dû à sa condition de drogué, de maladie, quoi. Mais moi, je l'ai trouvé super cool. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé un SMS en disant T'Pol, c'est badass, quoi. Ah, mais Voilà. le dialogue, je trouve qu'il est très bien écrit. Et puis elle a raison, quoi, tout le temps. C'est juste qu'elle serre les dents. Dans l'absolu, elle a raison. Mais au final, c'est un peu des valeurs morales qu'elle affirme. Et dans le concret, elle propose pas d'alternative. Oui. Et parce qu'elle n'a pas eu le temps. parce qu'il n'y en a pas, je pense. Oui, c'est surtout ça. Ben, en tout cas, là, c'est quoi ta Sean solution? en a proposé une au début. Hein. Tu rattrapes le vaisseau, tu leur dis bon, écoutez, on s'est mal. Venez, on va boire un thé, on va se calmer. Je vais vous expliquer mon point de vue. On peut remettre Moi, le j'y replay, crois là. Je pas. l'ai proposé, vous l'avez refusé d'entrée tous les deux. Je vais opter. Fait que clairement, l'idée est pas bonne. non, c'est pas. D'ailleurs, il l'envisage dans l'épisode. Hein. C'est peut-être pas T'Pol, c'est peut-être un autre personnage qui lui dit, je sais plus. Si, je crois qu'elle lui dit on peut renégocier encore. C'est vrai. Bon, bref, moi j'ai kiffé cette scène. Mais oui, elle est très bien. Scène numéro 23. Dans l'infirmerie, T'Pol rend visite à Phlox. Elle ne va pas bien du tout. Après un scan, il découvre que cela fait 3 mois qu'elle s'injecte du Trillium D dans le sang. T'Pol explique alors que son exposition au Trillium il y a quelques mois lui a donné accès à des émotions et que depuis, elle en redemande. C'est donc une junkie de l'espace. Punaise, c'est pas du tout le moment en plus. Phlox peut réparer les dégâts déjà causés, mais il va falloir que T'Pol fasse face à son manque bientôt. Malheureusement, T'Pol est appelé sur le pont. Phlox promet de ne rien dire. Cas de conscience pour Phlox. Est-ce que c'est vraiment que ça lui donne accès à des émotions? C'est marrant hein, comme justification. Elle le formule comme ça. Moi, tel que je le comprends, tu sais, dans Voyager, je ne me rappelle plus dans quel épisode, on apprend que les Vulcains, ils ont une zone du cerveau qui est dédiée à la suppression d'émotions. Okay. Tel que je comprends le truc, c'est que le Trillium D, il affaiblit cette zone-là, ce qui fait qu'elle ne supprime plus les émotions. Et donc du coup, si elle a, je sais pas où elle en est de son Colinar, mais si elle a pratiqué ça depuis toute jeune, donc elle supprime ses émotions depuis toujours par réflexe, par habitude. Et là, c'est une substance qui a affaibli sa zone du cerveau qui est en mode automatique, hein, et qui du coup lui fait ressentir des émotions qu'elle avait plus ressenties peut-être depuis qu'elle était très très jeune, quoi. Je comprends ça comme ça. Parce que moi j'ai toujours pensé que les Vulcains étaient activement en train on va dire d'estomper leurs émotions. Mais c'est vrai qu'avec le Colinar, tout ça, peut-être que tu as raison, dans un sens, ils essaient d'automatiser ce principe-là, maximum, pour que ce soit fait sans qu'ils aient besoin de le faire. Et donc, du coup, si tu es vraiment, vraiment bien entraîné, tu n'as même plus besoin d'y réfléchir, c'est atténué au maximum en permanence, quoi.
Je pense que. Alors, faudrait creuser un petit peu, mais je pense que par exemple, Spock, lui, il doit le faire activement tout le temps parce qu'il est à demi-humain. Donc il doit pas avoir ce machin-là dans le cerveau, là. Il doit pas y être. C'est possible. C'est ça. Pourquoi tu te moques du cerveau de Spock? agit. Non, pas du. Ça agit un peu comme un désinhibiteur, quoi, comme l'alcool avec les êtres humains. Que 3 verres et puis ça y est, t'as les émotions à vif, sans filtre, quoi. Ah ouais, j'avais pas pensé à ce parallèle, 10 mais épisodes ouais. bourrés, donc. Petit, ouais, voilà, c'est peut-être ça parle autant plus extrême d'alcool que de drogue, bah quoi. ouais. De toute façon, c'est une drogue. Petit cas de conscience pour Phlox, parce que ok, il promet de rien dire, mais comment est-ce qu'il peut la juger apte à prendre son rôle de commandement? À quel point là, tu vois, en l'occurrence, on est vraiment dans une situation d'urgence. Là, de suite, c'est normal qu'il dise rien, mais à quel moment est-ce qu'il va dire quelque chose au capitaine ou pas? C'est toujours intéressant. On va il a tous toujours mourir dans 3 jours, de toute façon. De toute façon, on est foutus. Non, là, je pense que vous direz à mes 12 femmes que je les aime. Je pense que tant qu'elle est, là pour l'instant il n'a pas moyen de savoir où ça en est, mais je pense que tant qu'elle suit son traitement, qu'elle suit ses préconisations, il doit considérer que le secret médical la couvre et que voilà. Ok. Si jamais il s'apercevait qu'il y a un problème, il n'aurait pas besoin de dire ce cas-là. Il a juste besoin de la déclarer inapte au service. Oui, mais ça, oui. Oui, d'accord. Donc il garde le secret médical, par contre, ce qu'il révèle, c'est qu'elle est plus apte au service pour des raisons privées qui ne regardent qu'elle, quoi. Mais voilà. Ok. Scène numéro 20. Pardon. Pardon. Vas-y. Je t'ai pas non, mais demandé ton avis. Il y a plein de trucs à dire sur toutes ces révélations-là. C'est le Tritium D, on en entend parler depuis, je sais plus, le 2e épisode, je crois, le 3e. Et depuis le début, je dis attention, ça va être important. Et on a déjà eu l'importance par rapport aux anomalies. Et là, on voit tout un autre truc qui se développe avec ça. Et je trouve ça génial de partir par là. Et juste le concept. Les Vulcains, on est en 2004, je crois, là, à ce moment-là. Ça fait depuis 1966 qu'il y a le concept du Vulcain qui est là, et qui même 64, non pas vraiment, qui est là, et où on dit waouh, il y a tout un peuple qui supprime ses émotions, etc. Et c'est très dur d'apporter de nouvelles choses avec ce concept de SF là qui était hyper novateur à l'époque. Mais là, ça faisait des décennies que on continue à l'utiliser, mais il n'y avait pas grand chose de nouveau. Enterprise a déjà fait des trucs dans les saisons d'avant et va en refaire dans les saisons d'après. Mais là, on dit qu'est-ce que ça apporte comme conséquence autre du fait qu'ils suppriment leurs émotions? Peut-être qu'ils ont une tendance à l'addiction aux émotions. Et ça, je trouve que c'est une bonne manière de renouveler pas de le renouveler, mais d'utiliser ce concept de SF pour créer un autre concept de SF. Voilà. Et je trouve ça très très cool que T'Pol serve à ça dans la série. Ouais. C'est très bien pensé. C'est même quelque chose c'est assez dommage qu'on ne l'a jamais réexploré. Cette espèce d'addiction à l'émotion. Ça aurait pu être vu dans un... En tout cas, moi, ça me fait penser à Data aussi, là. Oui. Je sais plus quel est Force Contact, là, où il a son motion chip qui est allumé. C'est dans la Génération. C'est dans Génération, il est hype de comme j'ai peur, il y a de l'anxiété, c'est un truc de fou, j'adore. C'est comme éteins ça, tu sais. J'ai revu récemment. Ah ben oui, c'était pour un épisode qui n'aura pas lieu. J'ai revu l'épisode avec Lou, avec You, qui revient la 2e fois. Quand on apprend que Lore est le chef des Borg dissidents et Data qui éprouve une émotion à ce moment-là. Bref, ça vient de me marquer quand il éprouve de la peur. Il y avait Stop it. Oui,
Il y avait un épisode de Voyager qui partait d'un principe, c'est pas le même principe, mais il y a des ressemblances quand même, quand j'y pense. Ils arrivent sur une planète où les pensées négatives sont interdites. Et il y a des trafiquants de pensées négatives qui enregistrent les pensées négatives et qui les revendent pour que les gens qui veulent en ressentir. C'est tellement les 60 comme concept de SF. Mais c'est dans Voyager. C'est génial. C'est les années 90. Non, mais c'est super. Ça a l'air d'être une histoire qui serait ou avec Tom Paris ou avec Kim. Bah ça, c'est toujours non, c'est avec Bilana, parce que du coup, il y a un type qui l'a... Ah ben oui, elle est tellement super vénère que qui la bouscule, et du coup elle a une pensée négative, et donc ils veulent lui effacer le cerveau, quoi. Je sais plus trop le truc. Et du coup on envoie Tuvok, qui est un Vulcain, donc qui contrôle parfaitement ses pensées, et il enquête et il s'aperçoit qu'ils avaient fait exprès pour collecter des émotions négatives d'une demi-Klingon, parce que du coup ça va bien se vendre cher au marché noir, machin. Et il retrouve les trafiquants et il leur dit: vous voulez des émotions négatives? Et il leur donne tout ce qu'ils refoulent en tant que Vulcain. Voyager, c'était hyper créatif. Les gars, ils sortaient un épisode par semaine, c'était dingue là. Non, mais c'est quand même c'est cool. Je me rappelle plus, mais bref, il y a un pont. En plus, c'est avec il y a un pont avec les Vulcains et tout aussi. Il y a aucune science-fiction qui fait ça de nos jours. Là. Peut-être Rick and Morty, genre peut-être. Alors, pas du tout sur le même ton. Il creuse pas beaucoup, Rick et Morty. C'est-à-dire qu'il te balance des concepts dans la gueule toutes les 3 secondes, pam, 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 mais tu as pas l'approfondissement, t'as pas le... Des fois oui, des fois non. Ouais, des fois oui, des fois. Bon, pardon. C'est l'épisode de la digression de ouf, mais fascinant. Scène numéro 24. T'Pol rejoint Archer qui s'en va sous le regard médusé de son équipage. T'as fait une... Non, t'as pas fait de capture. Scène numéro 25. Dans le vaisseau alien, ça sonne. Le capitaine apprend que l'Enterprise est en approche et ne répond pas au téléphone. L'Enterprise attaque et coupe les moteurs du vaisseau. Archer et Delon se téléportent, ça canarde à tout va. Piou piou, papa. Archer ne rate toujours pas ses tirs. À bord de l'Enterprise, ça se chicane entre Reed et T'Pol. Il veut détruire les armes des aliens, mais elle refuse. Tucker, de son côté, trouve la bobine, mais ne parvient pas à la débrancher, parce que oui, Tucker aussi s'est téléporté, mais on ne l'a pas vu à l'écran, il est arrivé avec un autre groupe de Lone. Oh non, la Lone badass se fait toucher. Elle s'appelle Parson. C'est un personnage, c'est le Lone récurrent, celle qu'on voit tout le temps. Il y a une capture d'écran de quand elle se fait toucher. Il y a plein de captures d'écran. Piou piou, pampan. Piou piou, pampan. Piou piou, pampan. Eh ben, ah oui, téléportation de la bobine. Est-ce que vous saviez que ça ressemblait à ça, une bobine? Une bobine de distorsion, non. Je me rappelle pas si on en voyait avant. Sûrement des modèles différents, je vais être honnête avec Oui, en plus, ouais. Et il faut la rendre compatible. Il y a la bobine ça Mark me fait 1, penser... la bobine Mark 2, puis la bobine Mark 3. Et moi, ça me fait penser à la bobine hurlante, un podcast que j'aime beaucoup et que je vous invite assez vivement à écouter. Le capitaine... Non, il n'y a pas de photo de la Lone se faisant. Ah si, c'est ça. Ah ok, pardon. Je t'ai dit c'est ça. J'avais pas. Excuse-moi. Désolé. Ouais, donc elle, je l'aime bien. C'est elle qui avait fait la baston en même temps que... je sais plus. Bon, bref. À chaque fois que les Mako sont dans la place, elle en fait partie. Sans les trop, T'Pol ordonne à Reed de cibler une partie très précise du vaisseau alien. Feu! Piou! Hop! Plus de courant à bord. Tucker retire la bobine. Archer, dans sa fuite, est confronté par le capitaine alien. Ouais, vous nous bloquez 3 ans. Ouais, j'ai pas le choix. Désolé, ça m'a énervé. Fin de la scène. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette scène de baston bien nerveuse, bien rapide? Est-ce qu'il a joué un Kardashian? Tu me mets le doute, parce que c'est vrai qu'il ferait il a une tête qui irait bien sur un Kardashian.
C'est tout. C'est Non, juste mais moi, pour ça. la scène de confrontation, je la trouve juste. Il y a un truc que je trouve frustrant, c'est. En même temps, il a déjà expliqué. Donc, lui redire, c'est pour sauver mon C'est lui qui pote. joue Damar. J'étais sûr. Voilà. Je le savais. J'ai pas Ah, mais osé dire c'est comme on Casey dirait Biggs Damar, alors. tu sais. Casey Biggs. Ah, ouais, c'est Casey Biggs. Oh là là. Pendant que je Bravo. regardais l'épisode, je me suis dit, est-ce que c'est lui? Moi, j'aurais la flemme de chercher. Je leur demanderai. Et alors, attendez, parce que du coup, j'ai ouvert Wikipédia. Ils l'ont recruté, ils l'ont convaincu de venir faire cet épisode en lui T'auras pas de disant maquillage. well, we're creating a new race here. Donc, ils l'ont convaincu en lui disant on est en train de créer une nouvelle race. Donc, il a accepté et en fait, ils n'ont jamais fait d'autres épisodes Ah, avec les Illyrians. C'est techniquement vrai, ils ont créé une nouvelle race. Voilà. Donc, c'est Damar. Voilà, Ah ouais, super. J'aime bien Damar. Je pense qu'il devait être content d'avoir un rôle où il ne doit pas boire du sirop de maïs. Je ne suis pas un alcoolique. Parce qu'en plus, apparemment, il détestait ça. Enfin, bref. Mais oui, non, la confrontation, elle est quand même. En fait, le truc, c'est que toutes ces scènes de débat et de confrontation avec Archer pour lui dire tu te comportes comme un connard, machin, pour moi, elles sont importantes et nécessaires parce qu'on est dans Star Trek et que même si c'est le 22e siècle, même si la Fédération n'existe pas encore, la série, elle doit quand même montrer qu'elle réfléchit aux actes que font ses personnages. Et là, clairement, ce que l'épisode nous dit, c'est que finalement, Archer, il fait ça, mais c'était une solution qui était dommageable, quoi, qu'il aurait fallu éviter à tout prix. Préjudiciable, dommageable. Ouais. Voilà. Et en plus, c'est tout ce truc-là, et je trouve qu'il est vachement bien fait parce que c'est ancré. Et d'ailleurs, la discussion avec Paul, c'est aussi pour ça qu'elle est brillante. C'est qu'elle va chercher les épisodes du début de la saison pour dire attention. Voilà. Et ça, c'est aussi les scénaristes qui te disent on a mis ça en place pour vous amener là. Et vous dire voilà comment on jugeait les autres avant, et voilà la situation dans laquelle on se retrouve, où on n'a pas vraiment d'autre solution que ça, à part attendre et espérer que les Xindi changent d'avis tout seul. Ça fait référence à l'épisode Anomalie, qui était le numéro 2. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Et on en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode Anomalie. Il me semble que dans l'émission, on avait dit que dans le futur, il y aurait un épisode qui référencerait ça. Voilà. Oui, parce que je m'étais fait spoiler en regardant c'est la dernière fois où j'avais regardé les bonus, parce que justement, dès la première apparition, on voit Scott Bakula qui dit c'était marrant à faire parce que 10 épisodes plus tard, ce sera moi le pirate, machin. J'étais ah non. Du coup, j'avais coupé les bonus et je n'ai plus regardé depuis. Je les regarderai plus tard. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Thierry, Sean, pardon. Non, je pense que Thierry en a parlé. C'était chouette. Vous avez pas pleuré pour Parson? J'espère qu'elle est pas morte. Je n'avais pas retenu son nom, moi, donc. C'est juste toi qui sais qui c'est. Scène numéro 26. Dans sa cabine, T'Pol reçoit Phlox. Elle doute de ses capacités à maîtriser ses émotions désormais. Mais Phlox est très gentil et dit qu'il l'accompagne. Et voilà, scène numéro 27. Et c'est 27, la fin. Dans la salle des machines, Tucker a mis en place la bobine. La vitesse maximum sera de distorsion 3.2. L'Enterprise sera donc un peu en avance au rendez-vous. Tucker dit à Archer qu'il a fait le bon choix. Et c'est la fin de Damage. Il manque pas. Je sais pas si c'est. Ah, vas-y. Il me manque une scène. Alors, j'ai noté un dialogue.
J'ai peut-être survolé. Hein. C'est les Xindi quand ils débattent entre eux après le. Je sais plus si c'est immédiatement après le départ de la chef là, ou si c'est plus tard dans l'épisode. Mais ils disent pourquoi on croirait Archer et pas plus qu'elle. Et il y a un personnage, je sais plus lequel, j'ai noté la phrase, il dit Archer afraid something she Il a hasn't amené des. Ouais. proof. Et je l'ai trouvé assez marquante cette phrase parce que ben c'est un truc même encore aujourd'hui qu'on oublie trop souvent, que les preuves c'est un truc auquel on peut se fier. Quoi? Et il y a beaucoup de enfin dans plein de domaines on a des gens qui affirment des choses et qui les prouvent pas, et tu te retrouves à des débats où en fait tu peux jamais atteindre quoi que ce soit, puisqu'en fait personne donne de preuves dans aucun sens, et donc chacun affirme des trucs qui sont contradictoires entre eux, et si tu te fies pas aux preuves, t'as pas moyen de trancher en fait. On voit ça dans la politique américaine, on voit ça dans Ouais, c'est juste une question d'opinion dans plein de pas de trucs. preuves, c'est des opinions. Ouais, c'est ça. Mais des fois les preuves existent, c'est juste qu'on va pas les chercher. Et c'est bien, c'est un truc. J'ai l'impression que Star Trek, c'est une série qui, quand même, aussi. C'est des séries, en tout cas, bon, je vais pas commencer à faire de distinction. Qui. Qui ont un attachement pour la science et pour la démarche scientifique, et la démarche scientifique est fondée sur des preuves. Voilà. Même si dans Enterprise, they got faith of the heart. Non, mais oui, c'est ce qu'on en avait parlé plusieurs fois, que depuis le renouveau Star Trek, on a vu des mots apparaître comme j'ai la foi, j'y crois, j'ai I got the feeling, j'ai le feeling, c'est quelque chose qui est perturbant dans cet univers. Pour défendre un petit peu les nouvelles séries sur ça, il existe quand même un petit peu ce concept depuis des années, parce que des personnages comme Data ou comme Spock, etc., se font toujours référer au gut feeling par les humains. Comment t'as su qu'il fallait qu'on aille à droite ou qu'on fasse ceci dans ce champ d'astéroïdes? I had a gut feeling, Data. Ok. Du coup, il y a quand même cette espèce d'histoire de comme, pas tout est factuel, là. Des fois, il y a comme un ressenti humain ou pas forcément humain, c'est très centrique de dire ça, là, mais tu sais, il y a un ressenti Ouais. Ok. Bien, moi j'ai hâte de voir ce qu'a Degra à dire. Je voulais dire un truc sur... J'ai pas beaucoup aimé la dernière phrase de Trip, là, de Tucker. J'ai pas aimé qu'il ait dit qu'il a fait la bonne chose. J'aurais préféré qu'il dise « Tu as fait ce qui était nécessaire ». Je suis d'accord. Yeah, but that's what he mean. Ça reste Tucker, hein. Ouais. Non. Il y a des mots différents pour exprimer des choses différentes dans la langue, fait que... Qu'on s'en serve, quoi. Ouais, non, mais je sais pas, oui. Ouais. Après, bon, plein de choses. Déjà, Tucker, il est particulièrement touché toujours, hein, donc même si ça fait plusieurs mois... Oui, peut-être que lui peut-être que lui pense définitivement qu'il a fait le bon choix. Mais et également, ça reste un mécano, hein. Il est pas là pour verbaliser, hein. Il est là pour dire des trucs. Oui, non, mais on n'est pas venu pour être là. En fait, le truc, c'est pas comment dire, j'allais dire en anglais out of character. Pour Tucker de dire ça, mais ça l'aurait pas non plus été qui disent tu as fait ce qui était nécessaire, en fait. Ouais. Donc c'est quand même un choix des scénaristes d'avoir fait ça, ou un non-choix, parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la question. Mais je trouve que c'est légitime d'être un peu pointilleux, parce que c'est quand même Enterprise, et les séries précédentes, c'est quand même des séries où il y a toujours une finesse d'écriture dans les dialogues. Il y en a là, typiquement, on a parlé du dialogue entre T'Pol et Archer. C'est une marque de fabrique de Star Trek d'avoir des dialogues très bien écrits. Et là, du coup, on peut se dire, là, il y avait un truc qui aurait pu être fait, qui n'a pas été fait.
Mais c'est un niveau d'exigence que j'aurais pas avec d'autres séries. Je trouve surprenant d'avoir 2 personnes, que ce soit le réalisateur, j'ai fermé le truc, j'ai plus les noms. Le réalisateur et la scénariste, Phyllis quelque chose, font pas partie de l'équipe habituelle d'Enterprise. Et ils ont réussi à donner un épisode comme ça. Donc, est-ce que Braga, Manicoto et Bergman étaient derrière pour chapeauter un peu quand même? Peut-être, je sais pas. Mais il s'inscrit bien dans la continuité quand même, malgré ce démarrage, comme on l'a dit au tout début. Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense forcément, ils doivent briefer leur scénariste. Et je pense qu'il y a aussi tout simplement la Bible de la série, hein, qui... Je suis pas allé voir comment on dit, de behind the scenes. Je trouve pas mes mots en français ce soir. C'est soit de la divagation et de l'anglicisme. Mais je pense qu'il y a une bible de la saison qui dit voilà d'où on part, voilà où on va, voilà les étapes. Et après, les scénaristes sont libres de faire les choses dans ce cadre-là. À mon avis, j'ai pas vérifié. On parlait des preuves tout à l'heure, j'en ai pas. Mais voilà, c'est mon sentiment, vu comment la saison est bien construite. Donc, je pense qu'ils avaient accès à ça et qu'ils savaient à peu près où il fallait aller et ce qu'il fallait faire, quoi, pour s'inscrire dans l'histoire. Ok. Bien. D'autres choses sur Damage, le devoir du capitaine? Ne pas prendre de drogue, ça fait partie de ses devoirs. Non, c'est un épisode que j'affectionne pas particulièrement, mais c'est pas un épisode que je trouve mauvais. Je trouve que de temps en temps, comme on dit là, il y a des petits... Oui, c'est peut-être pointilleux, mais je trouve que des fois, il y a des petits reproches qu'on peut y faire. Mais au début, je trouve que le rythme est un peu bof, mais après, je trouve qu'il avance bien. Sinon, dans on va dire le dénouement général, je trouve qu'il avance bien. Plein de choses qu'on a vues ou qui ont commencé à être développées dans la saison auparavant, puis il démarre bien, il enclenche bien l'espèce de chapitre final que cette saison va nous donner, quoi. Ouais. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Sean, pour ta participation ce soir. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Thierry. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Et merci beaucoup à vous qui nous écoutez ou nous regardez sur le flux RSS de Galaxy Pop ou sur YouTube. On se voit bientôt pour la suite. On va rencontrer des gras et peut-être qu'on va y casser la gueule. Allez, ciao. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.